Alors, je recommence. Merci à tout le monde. Merci aux amis que j'ai déjà connus. Merci à ceux qui n'étaient pas l'année passée. Donc, je reviens avec vous avec mon petit accent italien. Si ça ne vous gêne pas, c'est ça. Je fais avec. J'essaie de parler le français le mieux que je peux, mais je l'ai appris à l'école. Donc, voilà. Alors, ce soir, on parle de cette histoire, Napoléon, roi d'Italie. Il s'agit en effet d'une petite histoire. Parce que si on parle à l'histoire d'Empire, personne n'en parle de Napoléon, roi d'Italie. Même Ridley Scott, qui a fait son Napoléon récemment, il ne parle pas d'Italie, de la première campagne, de la deuxième. Napoléon, roi d'Italie, n'existe pas. Mais bon, Napoléon a été le premier roi d'Italie. Et ça, c'est quelque chose qu'en Italie, il est très apprécié, on le sait bien, nous, en Italie. Et c'est pour ça que ce soir, on va refaire cette petite histoire napoléonienne très importante pour notre pays, parce qu'il a laissé des traces partout. L'histoire commence au moment de la Révolution française. Regardez comme l'Italie était à l'époque de la Révolution française. C'était un kaléidoscope d'États indépendants. Chacun faisait sa popote, il y avait ses monnaies, ses langues, ses règles et ses constitutions, toutes indépendantes. Il y en avait 11. Donc, il y avait bien des États importants, comme le Piémont à l'époque, c'était un duché, il y avait l'État pontifical, il y avait le règne de Naples, et après il y avait de toutes petites villes qui faisaient des duchés, comme ça. Donc, la Révolution française va balayer l'Europe avec liberté, fraternité, égalité, liberté, fraternité, tout ça arrive en Italie avec la première campagne de Napoléon. Quand Napoléon arrive, il arrive en Ligurie, là, il gagne ses batailles contre les Piémontais, il y a l'armistice à Ghérasco, donc les Piémontais se rendent, les Autrichiens se battent à Milan, il y a le fameux pont de Lodi, vous savez tout ça, donc il gagne et il marche vers l'Est. La République du Doge de Venise tombe tout de suite parce que même les Vénétiens se rebellent et tout le monde espère que Venise aussi soit annexée à la nouvelle vague, aux nouvelles idées. Mais bon, Napoléon gagne tellement beaucoup qu'il arrive presque à la frontière et quand il est prêt à entrer en Autriche pour prendre les Autrichiens de derrière. Donc il y a la paix. Il y a la paix qu'à Campoformio est signée en 1797. Et avec cette paix de Campoformio, Napoléon décide de laisser Venise aux Autrichiens. Donc plutôt qu'annexer Venise à la nouvelle situation politique qui va s'installer, Venise est laissée aux Vénétiens. Les Vénétiens n'aiment pas Napoléon à cause de ça, parce qu'ils pensaient d'avoir finalement une nation moderne, mais ils se retrouvent avec la monarchie autrichienne. À ce moment-là, Napoléon va rassembler tous les territoires qu'il a libérés au-dessus du Pô, dans toute cette région, et il va fonder de cette zone deux petites républiques, la république cispadane et transpadane, deux petites républiques qui ne durent que quelques mois. Après, il décide qu'il vaut mieux d'en faire qu'une seule république, une république la plus importante de ce territoire. Il va fonder une république qui s'appelle République cisalpine, avec le drapeau qu'il nous donne à nous, c'est grâce à Napoléon qu'on a ça, donc le drapeau tricolore, il apparaît pour la première fois après Campoformio en 1797 dans la République cisalpine. Les couleurs sont les couleurs du drapeau français. On a remplacé le vert par les couleurs des uniformes des volontaires lombards qui sont, disons, qui ont suivi Napoléon dans ses batailles, donc pour reconnaître, en reconnaissance à ces armées italiennes nouvelles, le drapeau aura le vert à la place du bleu. Donc voilà, comme le drapeau italien d'aujourd'hui. La République cisalpine, c'est une république calée sur la Constitution française de 1795. Et donc, c'est quelque chose de nouveau, par les nouveaux, disons, par le directoire qui va gérer 2000 ans la République. Ils ne sont pas trop à l'aise avec ça, donc il y a des magouilles en italienne, les choses ne sont pas dirigées comme il faut. Le directoire de Paris, qui devrait contrôler cette République sœur, n'a pas la force ni la capacité de le faire. Donc finalement, dès que Napoléon part pour l'Égypte, l'année suivante, tout s'effondre. Tout s'effondre. La République cisalpine, elle est balayée par les Autrichiens qui reviennent. Napoléon est en Égypte. Le directoire n'arrive pas à gérer les choses. Au moment que Napoléon revient, et en 1800, il y a une deuxième campagne d'Italie. À Marengo, il va gagner. Donc je le dis, parce qu'on doit arriver au royaume.
Et il va remettre en place la République cisalpine, mais cette fois-là, il se dit, non, il faut faire les choses bien comme il faut, parce que là, il faut bien que moi, je suis là, je ne bouge pas, je vais garantir moi-même que les choses en Italie, dans cette nouvelle petite république, petite ou grande république cisalpine, les choses soient bien faites. Mais pour le faire, il faut faire une assemblée, hein, parler avec les Italiens. Moi, je veux bien que le pouvoir vienne du peuple. Donc, je vais bien parler avec les Italiens. On fait une assemblée générale avec les Italiens. On décide comment gérer cette république cisalpine et comment se donner un ordonnement, disons, gouvernemental là-bas. Il va commander, disons, organiser une assemblée générale franco-italienne dans la ville de Lyon. À la fin de mois de décembre 1801, à laquelle lui, comment il participe à partir du début de 1802. Ce qui va se passer, ce qui va arriver à partir de cette assemblée. Napoléon, il va bien dire aux gens qu'il part en Italie parce que les Italiens lui ont demandé, je vais vous lire ce qu'il dit. Je vais à Lyon, il dit Napoléon. Les Cisalpins me demandent d'éviter les controversies et les troubles qui résulteraient s'ils se donnaient eux-mêmes une constitution. Ils n'ont pas la capacité, ils sont un peu barbares, les Italiens, à l'époque. J'ai cru devoir me rendre à ces désirs et les aider dans la formation d'un État nouveau, dont l'indépendance est le prix que les Français ont versé dans les campagnes. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas là pour rien, on doit faire quelque chose. Donc, j'y vais personnellement. Et donc, il part et il est accueilli avec des grandes fêtes. Il est accueilli comme il faut. Et c'était le généralissime qui avait tout gagné. Donc, au-delà des blabla et des bienvenus, il y a quelqu'un en Italie qui met bien la pendule à l'heure. Il fait son discours, à part les éloges, et il demande à Napoléon, le principal, l'homme le plus important pendant cette assemblée qui est fondamentale dans l'histoire, c'est Ugo Foscolo, c'est un poète italien très connu en Italie, qui s'adresse à lui et lui dit au généralissime, la nouvelle constitution italienne de la République, n'importe quelle situation, mais elle doit tenir compte de l'autonomie de l'Italie. La France garante, oui, mais il faut que l'autonomie du peuple soit respectée. Donc on savait bien que Napoléon était pour l'autonomie du peuple. Il faut qu'il y ait une armée italienne. Bien sûr, l'armée italienne, s'il y a des ennemis comme les Autrichiens, qui sont des ennemis historiques, elle soit protégée par la France, mais il y aura des généraux et un quartier général italien. Donc c'est bien de se donner, disons, de se donner une nouvelle constitution sœur de la constitution française, mais il faut surtout que Napoléon puisse garantir l'autonomie des Italiens. Et Napoléon est bien d'accord. Mais alors, on change complètement le nom de la République. À partir du 26 mois de janvier 1802, la République cisalpine s'appelle la République italienne. Donc il dit, ok, on va faire une nouvelle constitution, on change, balayer le passé, la nouvelle République italienne va être fondée le 26 janvier 1802. Mais qui est le président? À tout le monde, c'est Napoléon qui doit être le président de la République française. Mais Napoléon n'habite pas à Milan, Milan c'était la capitale choisie. Donc Napoléon accepte d'être le premier président de la République italienne, bizarre. Donc la première République avec le drapeau italien, c'est une République avec Napoléon Bonaparte, président de la République. Le vice-président, il est nommé Francesco Melzi d'Eril, c'est un noble milanais. Il n'avait jamais fait la politique, mais c'était un homme de l'illuminisme, un homme très cultivé, surtout un Italien, vraiment, disons, un patriote presque. Donc ce monsieur d'Eril, même s'il était vachement riche et noble, il s'engage vraiment au fond. Il arrive à faire pendant le temps que cette jeune république a duré 3 ans. Il a fait des choses très belles. La chose principale, parce qu'il fallait la faire, c'est la paix avec l'Église. Parce qu'après le concordat que Napoléon avait fait en France, l'Église s'était mise d'accord avec les catholiques français. Mais ailleurs, non, parce qu'il y avait 11 États, comme je vous dis. Donc tous les républicains étaient excommuniés en Italie par rapport à l'Église italienne. Donc Melzi d'Eril fait un concordat avec l'Église catholique. Et cette fois-là, l'Église catholique a bénéficié d'un certain nombre de privilèges qu'elle n'avait pas en France. Déjà, la nouvelle République italienne, ce n'est pas un État laïque, tandis que la France, déjà, du concordat français, c'est la France
L'Église s'occupe de l'Église et l'État s'occupe de l'État. En Italie, non, l'Église, la religion choisie comme religion d'État. Mais quand même, il y a la paix de fait. Et donc, Francesco Melzi-Deril, personne n'en parle. Il est quelqu'un qui a bien joué, il a fait beaucoup de travaux publics. Donc, il n'a duré que 3 ans. Le drapeau de la République italienne est celui-là, hein, celui-là que vous voyez à droite. C'est celui qui nous a donné Napoléon pour la République italienne. Hein. Donc il y a encore les 3 couleurs, hein, mais avec ce drapeau carré fait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République, il a comme son drapeau présidentiel, hein, officiel, un drapeau qui est exactement le drapeau de la Première République italienne. Après, il y a l'étoile de la République d'aujourd'hui, mais quand même, on le voit bien, c'est le drapeau napoléonien. La République italienne a un président qui se trouve à Paris, un vice-président faisant fonction qui est à Milan. Ils font des belles choses, tandis que Napoléon, en France, il s'occupe de la France. Hein. Et surtout, de quoi il s'occupe Napoléon en ce moment? L'Italie, bon, elle est bien rangée, maintenant ils ont une constitution qui s'occupe des Anglais. Quelque temps après, il va faire la paix d'Amiens. Hein. Vous connaissez donc finalement la paix est faite hein, avec les Anglais, la perfide Albione, c'est l'ennemi historique de la France. Mais ce n'est pas une vraie paix, la paix d'Amiens. La paix d'Amiens, c'est une paix. Bon, tout le monde est content. Canova va monter la grande statue de Napoléon désarmé pacificateur. Hein. Il serait fait représenter comme Mars, le dieu de la guerre, attention. Désarmé, parce que finalement il y a la paix, et pacificateur, parce que la paix doit être garantie hein, dans les mers et sur le continent. Tout ça, tandis que la République italienne commence à ordonner les choses. Et je vais vous dire ça pourquoi la paix d'Amiens, c'est une paix très fragile. Parce qu'en effet, Napoléon n'a pas perdu son caractère, les choses avec les Anglais ne marchent pas, dans les Amériques ne marchent pas, il y a tout le problème de la Louisiane, le problème là, et avec les Anglais il y a un accrochage tous les jours. Malte, surtout, représente un problème, parce que Malte, selon les accords, elle aurait dû être rendue aux Anglais. Napoléon, non, il fait semblant d'oublier tout ça, la France reste, Malte reste française. Donc la paix d'Amiens va durer juste 12-13 mois. En 1803, il y a à nouveau la guerre entre la France et l'Angleterre. Ça veut dire que, tandis que Napoléon pensait d'avoir rangé le continent est calme. Moi, maintenant, je fais la paix avec l'Angleterre, je suis tranquille. Si la guerre recommence, il faut surtout que le continent ne bouge pas, parce que si moi je fais la guerre en Angleterre, en 1803, avoir une guerre sur le continent contre moi, ça veut dire, bon, gérer toutes choses. Donc Napoléon a surtout dans la tête de ne pas gérer le continent après que la guerre avec l'Angleterre est partie. Donc imaginez-vous que il va devenir le roi d'Italie, donc empereur des Français, roi d'Italie, et ça fait que la troisième coalition se monte, mais on y arrive à fur et à mesure qu'on avance. Alors, tandis que l'Italie marche bien, la paix d'Amiens n'a pas fonctionné, la guerre contre les Anglais continue, le continent est pacifié, et Napoléon il est tellement gagnant, pratiquement sur tout le front, qu'en 1804, au mois de mai, on lui offre la couronne d'empereur de France. Donc il y a un conseil d'État, Napoléon est nommé empereur des Français. À ce moment-là, le problème se pose. Comment c'est possible qu'un empereur soit aussi président de la République? C'est un peu bizarre, c'est un décalage qui ne tient pas, c'est pas logique. Donc il faut que Napoléon soit empereur des Italiens aussi. Non, pas possible que les Italiens, après Auguste, César, donc pourquoi pas un roi en Italie? Napoléon, toi, tu es président de la République et tu seras bien le roi d'Italie. Mais non, monsieur, parce que si moi, au moment que je suis empereur, tout le monde en Europe s'adresse contre moi, je ne veux pas qu'il y ait une guerre en Europe, parce que je suis déjà en guerre avec les Anglais, encore une fois contre les Anglais. Donc la paix sur le continent. Déjà, je suis empereur, je serai sacré empereur dans l'année courante, donc laissez tomber l'Italie. Autrement, mon appétit, c'est un appétit d'or, ça ne va pas. L'Autriche ne sera pas contente, la Russie avec Alexandre Ier ne sera pas contente. Et oui, vous avez raison, il faut chercher un roi. Alors, moi je raconte ça, c'est comme si on était entre nous. Hein. Ce n'est pas un discours à Atulard, je fais entre amis. Alors, il faut chercher un roi. Mais Napoléon me dit, moi je ne peux pas le faire, parce que sinon tout le monde se met contre. Je vais la guerre avec les Autrichiens. Qui alors? Quelqu'un de la famille. Donc allez, on pense à Joseph.
Et on va dire à Joseph, oh bon, tu es d'accord, tu vas faire le roi. Mais attention, le roi, ça fait roi, il n'y a pas de couronne, tu es roi d'Italie et basta. Donc ça veut dire qu'en cas, si je meurs en Rome parce que je suis toujours en guerre, toi, tu resteras, dire non, attends, moi je vais être, si tu meurs, c'est moi qui deviens empereur des Français. Mais non. Et donc il commence vraiment, c'est la guerre en famille. Parce que tout le monde en famille commence à respecter, à se faire la guerre l'un à l'autre, parce que Napoléon, il n'a pas encore été sacré, mais quand même, il est déjà empereur des Français au mois de mai 1804. Et toute la famille Bonaparte, ils commencent à se partager les postes. Joséphine, alors Joséphine doit être l'impératrice. Mais non, parce que si Joséphine devient l'impératrice, les enfants de Joséphine vont hériter l'empire au cas que Napoléon meurt. Donc tout le monde traite la mort de Napoléon, qui était bien vivant et il voulait bien vivre, et il faisait déjà le partage du pouvoir. Donc finalement, Joseph accepte, mais en revanche, il demande aussi qu'il soit bien payé, 200 000 francs en or. Il accepte, il est finalement, disons, in pectore, choisi comme roi d'Italie. Donc voyons que pour un certain moment, disons à partir du mois de juin, juillet, septembre, même l'été, Joseph est le roi désigné d'Italie. Désigné. Napoléon écrit à l'empereur d'Autriche pour lui donner toutes ces assurances. Il lui dit, Majesté, je vous informe que j'ai nommé roi d'Italie mon frère Joseph. Je vais accepter la couronne d'Italie parce qu'il faut mettre de l'ordre. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'est pas la preuve que moi j'inspire à occuper l'Europe. Non, pas du tout. C'est mon frère qui s'en occupe et tout. J'ai renoncé, il dit, à ma gloire, à mes ambitions, parce que je vais faire quelque chose qui vous plaise. Et donc, si je peux faire quelque chose pour vous, je suis bien content. Ça, c'est officiel. Le 1er janvier 1805, il fait ça. 20 jours après, Joseph change d'avis. Il dit non, si moi je ne serai pas empereur des Français à ta mort, moi, je n'accepte pas la couronne d'Italie. Napoléon, à sa façon, il le met dehors, et il s'adresse à son frère, lui, parce qu'il faut chercher quelqu'un dans la famille, mais lui, il est un peu bizarre, donc il dit, qu'est-ce qu'on va faire comme ça, on donne la couronne à ton fils aîné, hein. Après, vous savez qu'il y avait 3 fils mâles, lui, le premier meurt, mais à l'époque, il était encore petit vivant. On va donner la couronne à ton fils, Charles Napoléon, et moi, je serai, disons, je garde la couronne ad interim jusqu'à quand il sera majeur, et donc après c'est lui qui va tenir la couronne. Et lui, il n'accepte pas, non, c'est moi qui va s'occuper de la couronne. Donc Napoléon, finalement, il met toute la famille dehors, il dit, ok, c'est moi qui va faire le roi d'Italie. Mais comment se justifier vis-à-vis des autres collègues en Europe? Il avait promis qu'il n'aurait pas eu un petit d'ordre, après qu'il a été couronné sacré le 2 décembre 1904, empereur, il avait assuré qu'il n'aurait pas bougé. Au mois de janvier, les choses ne sont plus possibles, il doit accepter la couronne d'Italie. Le 17 mars, c'est le jour de mon anniversaire, entre autres, quelques années après, donc je suis pas né le... Et donc, le 17 mars, le Conseil d'État, l'empereur des Français Napoléon Ier est roi d'Italie. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance légitime et en ligne droite, naturelle et adoptive, de mal en mal, à l'exclusion à perpétuité des femmes et leurs descendantes. Les droits d'adoption ne sont tant qu'aux citoyens de l'Empire français ou du Royaume italien. Il écrit dans la première statut constitutionnel, dès que les armées étrangères se seront retirées des royaumes de Naples, des îles Ioniennes, de Malte, l'empereur Napoléon transmettra la couronne d'Italie à un de ses enfants légitimes, mâles, naturels ou adoptifs. Donc il y a déjà dans la tête que probablement c'est le fils de Joséphine qui va hériter l'affaire. En Europe, les choses se passent comme il craignait. Donc c'est-à-dire qu'il y a une troisième coalition qui se met en place et qui, à je pense que c'est le mois d'avril, même de 1805, la troisième coalition est officiellement fondée. Donc il y a une guerre déclarée à partir du mois de mai 1805. C'est comme ça qu'il faut démanteler tout le camp de Boulogne, parce que lui, il était prêt à faire la guerre en Angleterre, donc il ne voulait pas faire la guerre au continent. Donc après, il se déplace, ils arrivent à Austerlitz et tout.
Mais les choses commencent comme ça. Regardez donc, avoir accepté la couronne de roi d'Italie, ça a bouleversé l'histoire du continent. Il n'y aurait pas eu une troisième coalition. Donc la promesse de ne pas, disons, viser à autre chose que l'Empire français, ça suffisait. Mais non, voilà que cette affaire, c'est gravissime. Napoléon doit commencer à penser à la cérémonie. Qu'est-ce qu'on va faire après le sacre de Paris? Il faut faire quelque chose. Donc ils vont monter une cérémonie à Milan, magnifique, dont on n'en parle jamais. Hein. C'est le 26 mois de mai 1805 qui est couronné dans le dôme de Milan. Mais, excusez-moi, monsieur, mais la cérémonie à Milan est bien plus importante et plus belle de celle de Paris, dont on n'en parle jamais. Mais déjà, le 2 décembre, quand il a été sacré empereur des Français, il y avait 12 degrés moins 0 à Paris. Les femmes, elles étaient surgelées, frigorifiées. Les femmes ont toujours froid, moins 12, ça ne marche pas du tout. Donc tout le monde était presque mort. Il n'y avait pas trop de monde, hein, même si après il y avait les carrosses qui les amenaient de là et de là, mais il n'y avait pas trop de monde parce qu'il pleuvait, il faisait tellement moche. Moche. En décembre, les journées sont courtes. Le 26 mai à Milan, le printemps le plus beau qu'on avait jamais vu depuis des siècles. Millions de personnes dans la rue qui attendaient le roi qui partait, qui allait au dôme de Milan pour se faire couronner. Et il décide de partir de Paris pour aller à Milan. Donc il part encore avec tout son cortège et tous les gens qui le suivent, avec Joséphine. Il y en a quelqu'un qui dit que bon, Hippolyte Charles était encore là, qui suivait, bon, ça, c'est des pourparlers, des bavardages, mais quand même, Joséphine est avec lui. Elle espère d'être nommée reine d'Italie, mais ça ne se passera pas, donc tandis qu'elle a été sacrée impératrice des Français, elle ne serait jamais la reine d'Italie, il n'y a que lui. Donc la vedette, toujours, et seulement en Italie, c'est Napoléon. À Paris, il y a eu le pape, il y a eu Joséphine, il y a eu lui-même et tous les autres. À Milan, il n'y a que Napoléon. Le pape n'est pas là, Joséphine s'assoit parmi les invités à côté, donc lui, il se fait dans toute son splendeur. Hein. Donc il part à la fin de mars, début d'avril, il part de Paris et il passe de Lyon, bien sûr, pour être accueilli et salué comme il faut. Il s'arrête à Turin, et à Turin, à Racconigi, il va trouver le pape Pie VII. Pie VII, qui a décidé de ne pas participer à la cérémonie de Milan parce qu'il en avait marre d'être mis à côté, parce qu'à Paris, il n'a pas été sa présence est symbolique, il n'a rien fait, il a fait comme ça et basta. Donc je ne suis pas quelqu'un qui fait comme ça, je suis le pape. Donc moi je ne viendrai pas à Milan, je t'envoie un cardinal, ça suffit. Après, Napoléon et Joséphine vont à Marengo, là où le 16 de juin 1800, il avait gagné sa bataille. La bataille qui finalement avait donné le vrai pouvoir à Napoléon, qui aurait tourné l'Égypte, donc la deuxième campagne d'Italie, c'est celle qui va rassigner son pouvoir. Et donc à Marengo, il va mettre la première pierre du monument à Dessé qui était mort à l'occasion, qui grâce à lui, on a gagné. Et Marengo, finalement, au jour d'aujourd'hui, a même un musée. Vous voyez là, il y a un beau musée de Marengo qu'il faut visiter absolument. C'est un musée qui est qui vraiment, c'est très bien fait. Mais Marengo a été oublié pendant des années et des années. Récemment, on en parle encore. Donc la présence napoléonienne, même si moi je n'avais pas fait cette conférence en Italie, elle est très présente. Et donc après, il part à Milan. Il arrive à Milan au début du mois de mai. Finalement, il reste beaucoup parce qu'une fois qu'il était à Marengo, il s'est déplacé, il est allé jusqu'à Venise. C'est l'occasion, la seule occasion qu'il est allé à Venise. Après, il est allé à Venise en 1807. Napoléon, finalement, roi d'Italie, il est allé voir son royaume que 2 fois. Le moment qu'ils l'ont couronné, avant la cérémonie, et en 1807, après Austerlitz, la paix de Pétersbourg, là, quand Venise a été, disons, annexée à l'Empire français. Donc les Vénitiens sont retournés, disons, sous le drapeau français. Et à l'occasion, Napoléon s'est emparé des chevaux qui a mis sur l'arc de Carrousel. Donc il a quand même pillé quelque chose. Et ça n'a pas aidé à sa faveur, parce que les Vénitiens n'étaient pas contents qu'ils amènent les chevaux en France. Mais après,
Après la Restauration, ils les ont remis à la place sur la cathédrale de Saint-Marc à Venise. Alors Napoléon, il passe son temps de 8 de mai jusqu'au 24, 23, 24 mois de mai, faisant le tour des villes italiennes de son royaume. Et le 26, c'est le jour de la cérémonie. La cérémonie, on le voit, qui a fait avec disons, un grand éclat, tout le monde était là, tout le monde le fait. Et dans cette bas-relief de Comole, Comole c'est celui qui a pris la place de Canova à Milan, celui qui s'occupait des statues en marbre de l'empereur. Il le représente, qui se met sur la tête la couronne de fer. Mais pourquoi? Parce que, comme je vous disais, la cérémonie de Milan, ça a été une cérémonie importantissime dans l'opinion publique locale et dans la tête de Napoléon. Je vous ai dit comment les choses sont passées à Paris, même si tout le monde pense, mais non, Paris, ça c'était... S'il n'avait pas... C'est David qui a rendu l'honneur à la cérémonie parce qu'il a fait ce magnifique tableau. Donc on a figé dans la tête l'image que David a voulu nous transmettre. Mais les gens n'étaient pas contents à cause du froid, à cause de... En Italie, non. Et Napoléon, il n'avait pas que la couronne de laurier en or qu'il avait à Paris. Donc, il a prétendu d'avoir au moins 3 couronnes à Milan. Il avait la couronne d'empereur des Français, avec la même couronne qu'il y avait en France, avec le laurier et tout ça. Il a une petite feuille à or, vous l'avez vu, la couronne impériale Napoléon à Notre-Dame. Après, il s'est fait faire une couronne de roi d'Italie, et après, il a voulu sortir la couronne de fer. La fameuse couronne de fer de Théodolinde, qui vient de l'histoire de Constantin, vous voyez ça, c'est magnifique. C'est la couronne de fer, c'est l'histoire de l'Italie, parce qu'il y a même une signification religieuse dans cette couronne, et lui le savait bien. C'est la couronne qui a couronné Charlemagne. Donc c'est pas une cérémonie n'importe comment. Donc il remonte bien, Napoléon il connaissait bien l'histoire. Donc Napoléon fait comme Charlemagne avait fait. Donc il s'est mis sur la tête la couronne de Théodolinde, la couronne de fer. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette couronne. Qui est qui connaît cette couronne? C'est une affaire magnifique. Elle est conservée dans le dôme de Monza, là où elle a toujours été. Et il faut une autorisation spéciale pour l'avoir. Nous avons, Françoise, ma femme et moi, eu la chance, un gâteau, de pouvoir l'avoir. Il a sorti d'un coffre-fort, il y a les lasers qui l'illuminent, c'est un bijou total. Pourquoi la couronne de fer? C'est une couronne importante. Et Napoléon en connaissait l'existence et l'importance. Parce que la couronne de fer était faite avec les clous de la croix de Christ. Alors, c'est de la légende. L'empereur Constantin, dans l'année 313 après Jésus-Christ, a dédouané le christianisme dans l'Empire. Et sa mère, Hélène, était une chrétienne depuis toujours. Même si la religion chrétienne n'était pas... Elle allait prier dans les catacombes à l'époque. La religion n'était pas reconnue, mais Hélène, la mère de l'empereur, était donc... Au moment que Constantin a donné la liberté de professer sa propre religion aux chrétiens, elle est partie faire des fouilles à Jérusalem. Bon, c'est de la légende, parce que quand elle part à Jérusalem, Jésus-Christ était déjà mort depuis 3 siècles. On est 322, 23 quand elle part à Jérusalem. Elle va chercher, elle va dans l'endroit à Jérusalem, sur le mont Golgotha, je ne sais pas en français ce qu'il dit. Golgotha, c'est la montagne où il y a la croix de Christ. Elle va faire des fouilles, apparemment elle a trouvé des traces de la croix, et sur la croix il y avait encore des clous, 2 clous. Donc elle laisse la croix à Jérusalem et elle part avec les clous de la croix de Christ. Et elle va donner au pape Grégoire comme cadeau les clous, parce qu'une fois que la religion était, il y avait déjà un pape. Et le pape Grégoire va mettre une de ces clous, il décide de le donner à l'empereur Constantin. Qui va faire Constantin, on le voit ici dans une monnaie de Constantin de l'époque, il va mettre un des clous dans la couronne, comme on vient de voir. Et exactement, il s'agit de ce morceau-là, vous voyez là, voilà, celui-là, voilà, vous voyez. Là, après, il y a des plaques en or qui sont montées, mais tout est accroché à ça. Ça devrait être le clou, un des clous de la croix de Christ.
Alors après, il y a la couronne d'or, parce que c'est quand même une couronne. L'autre clou, hein, il va le mettre, il va faire, comme ça s'appelle, le cheval, il a, comme ça s'appelle, il morso del cavallo, comme ça s'appelle. Hein? Le mort. Voilà, c'est comme nous. Alors, comme nous. Voilà, vous voyez, dans la monnaie, on voit bien qu'il y a un cheval, est là. Alors, la couronne, le cheval, ce sont les clous de Christ. Alors, vous voyez que, après, les choses sont passées différemment parce que apparemment cette affaire, il n'est pas en fer, il est en argent. Une chose est sûre et certaine, la couronne a été faite dans le IVe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est de l'année 300. Donc ça veut dire que c'est contemporain à les choses qui se racontent. Après, que ce soit le clou de Christ, ça, c'est ça que les gens croient. À partir de la couronne, elle avait une double signification. C'était la couronne de l'empereur, hein, à l'époque, et même une signification religieuse, parce que c'est une couronne bon, il y a les traces de Jésus-Christ quand même. Donc, avoir cette couronne quelque part a toujours représenté pour ceux qui ont contrôlé l'Italie la preuve que le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État dans cette couronne se perpétuait dans la tradition. Charlemagne s'est fait couronner par cette couronne. Donc, garder toujours, ça est devenu après, elle a été amenée à Monza, à côté de Milan, par la reine Théodolinda, la reine des Lombards. Donc, ça fait depuis toujours qu'elle est là. Napoléon, il a dit, sortez la couronne, parce que moi, j'en veux 3 couronnes. Je suis empereur, roi d'Italie, et en plus, je représente la tradition de Charlemagne. Voyons la cérémonie en Italie, comme c'est une affaire énorme, tout ça. Et puisque je vais me couronner avec la couronne de Charlemagne, je vais aussi les signes du pouvoir de Charlemagne. Donc, il a fait sortir, ça appartenait à Charlemagne, hein. Donc, il s'est présenté à Milan avec un cortège qui avait ça. Donc, vous voyez, par rapport à la cérémonie de Paris, elle était bien plus riche, bien plus organisée. Il y a même eu un Te Deum qui a été écrit pour l'occasion. Si vous voulez, après, je vais vous écouter parce que c'est un peu quelque chose, c'est pas facile à digérer quand même. C'est un Te Deum fait expressément pour lui, donc avec tout ce qu'il faut. Le cortège est parti en plein soleil et on a commencé à lui représenter officiellement la médaille du roi d'Italie, la médaille de l'empereur des Français. Alors, le territoire, c'est ça. Le royaume d'Italie, donc, ce n'est que l'extension de la République cisalpine. Et ça, c'est la situation du royaume d'Italie en 1907, parce que vous voyez, il y a déjà Venise dedans. Venise, elle a été annexée après Austerlitz. Napoléon va visiter en 1807 Venise française, et donc cette carte-là remonte à la visite de Napoléon en 1807. Donc vous voyez qu'il y a toute l'Italie de l'Est, hein, et ils arrivent jusqu'à la fin des États pontificaux qui sont là-bas dans les marches. Hein. Tandis que la partie violet, ça fait partie intégrale de l'Empire français, ce sont des départements français qui vont rassembler la Ligurie, le Piémont, la Toscane, ils arrivent jusqu'à Rome. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Et alors, Napoléon n'a pas, comme je vous ai dit, fait trop de voyages dans ce pays. Il ne pouvait pas, parce que l'Europe était en pleine guerre, il y a eu une 3e coalition, une 4e, 5e, finalement on arrive à la 7e. Il ne pouvait pas s'occuper de l'Italie. Mais en Italie, il a nommé, comme il avait déjà dans la tête, son fils adoptif, que c'est Eugène de Beauharnais. Donc après, on va parler d'Eugène de Beauharnais. Mais voyons Napoléon, hein, dans sa veste de couronnement. Et regardez, finalement, personne n'en parle, mais c'est bien, donc c'est ça, c'est un gemme, voilà. Les rois d'Italie, voilà. Alors, ça c'est l'histoire du royaume d'Italie. On a bien Napoléon, hein, de 1805 à 1814. Et après, il y a le roi d'Italie qui part de 1861, après la Garibaldi qui a fait la remontée de la Sud. Moi, la chose que je disais hier soir, la remontée de Garibaldi, vous savez, l'expédition des 1000, vous avez entendu parler de ça, hein?
Donc il est parti de Sicile avec des volontaires, il a remonté, donc on arrive à voir l'Italie comme on la voit, c'est en orange, la couleur orange, vous voyez là. Il n'y a pas la partie nord, il n'y a pas l'état de l'église, pour le reste, ça fait l'Italie autant de Garibaldi. Garibaldi, il est parti à faire l'expédition, mais il aurait dû partir à Nice. Parce qu'en même temps qu'il parte en Italie, c'est en 1860, à Nice, il y avait le référendum pour l'annexion de Nice à l'Italie. Lui, il était niçois, il était né à Nice. Il ne voulait pas qu'il y ait cette annexion, que Nice soit cédée à la France. Donc il avait monté une expédition pour saboter le référendum en France. Et après, il a changé d'avis parce qu'il y a eu des magouilles, de l'argent même qui a coulé à droite et gauche. Ils ont mis à disposition des armées. Il est parti en Italie du Sud. Mais il était prêt pour partir à Nice en même temps. Donc là, par hasard. Après, il y a eu Humbert Ier, Humbert Ier il a une Italie qui commence à être l'Italie qu'on connaît aujourd'hui, à fur et à mesure que grâce à Napoléon III, à la présence, on gagne la deuxième guerre d'indépendance italienne, comme je vous dis l'autre fois. Finalement, il y a la Première Guerre mondiale, et en 1924, avec Victor Emmanuel III, c'est le maximum de l'extension du royaume d'Italie, qui comprenait une partie de la Dalmatie. Là, c'est que Croatie, maintenant Slovénie, c'est Croatie, vous voyez, 1900. Et après, on a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Le dernier roi d'Italie, c'est Humbert II, il a régné qu'un mois, parce qu'après, il y a le référendum pour la République, c'est qu'après, il reprend le drapeau de Napoléon. Donc, c'est très court le passage. Même ces 2 siècles se sont écoulés, c'est quelque chose qu'on peut facilement reconnaître à partir de Napoléon. C'est passé, il s'appelle Victor Emmanuel II, tandis qu'il a été le premier roi d'Italie. Il aurait dû changer, il a gardé son nom de, disons, de souverain de Piémont. Donc c'est la preuve même aujourd'hui que le Piémont n'a pas fait l'Italie, a annexé comme une colonie. Il a simplement, disons, il s'est emparé de certains territoires. Et le problème méridional en Italie n'a jamais été résolu. Parce qu'il aurait dû changer, s'appeler n'importe quoi, Victor Emmanuel Ier, roi d'Italie. Non, il garde son titre, disons, monarchique, disons, comme roi de Piémont. Donc les Italiens, ils lui reprochent ça. C'est la preuve qu'il était un colonisateur plutôt qu'un unificateur du pays. Mais ça, c'est la petite histoire italienne. Alors Napoléon ne peut pas être présent en Italie à cause de la guerre qu'il y a sur le continent. Il ne peut pas être à Milan. Et donc, par le 4e statut constitutionnel, il est obligé de nominer un vice-roi. Quelqu'un qui le représente, qui soit sur place. Donc c'est bien Eugène de Beauharnais, qu'en 1806, il est nommé officiellement vice-roi d'Italie, avec plein pouvoir. Mais on doit dire qu'en effet, c'est Eugène, il a bien géré, mais il a bien géré dans les entrées de la France, je veux dire. À Milan, on disait, s'il y a un incendie à Milan, avant de mettre de l'eau, il faut demander l'autorisation à Paris. Eugène de Beauharnais, c'était un bon garçon. Napoléon l'a toujours admiré. C'était quelqu'un de très loyal, quelqu'un dans lequel Napoléon avait beaucoup de confiance. Parce qu'il était vraiment fidèle depuis toujours. Mais il n'était pas simplement fidèle, parce qu'un fidèle, peut-être il fait un peu chien, un peu idiot. Il n'était pas de tout. C'était quelqu'un qu'il a gouverné pendant, parce que c'est lui finalement qui a fait fonction de roi jusqu'en 1914. Donc il a été là pour tout le temps que l'Empire est resté en place. Et Eugène de Beauharnais, il avait même des capacités militaires que tout le monde lui reconnaissait. Il était un homme de valeur, très courageux. Il respectait, avec une discipline totale, les ordres de son chef. Il n'avait pas de prétentions, il ne visait pas à avoir des choses particulières. Il était fidèle et basta. Et donc, c'est une affaire que Napoléon lui a toujours reconnue. Donc, il était vraiment aimé comme un fils, cet homme. Il s'est marié avec Amélie de Bavière, donc même le mariage de ce jeune couple à Milan a été, disons, très aimé, parce qu'ils s'aimaient vraiment, ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc, c'est une image comme Kennedy aux États-Unis. Il y a eu un moment que ça faisait beau, parce qu'ils étaient jeunes, finalement. Et il faisait de belles choses. Donc, Eugène de Beauharnais, il a laissé un souvenir magnifique.
Et donc, il faut même se rappeler à ce moment-là de ses qualités militaires. Personne n'en parle. Il y a beaucoup de milliers d'Italiens qui sont morts pour l'Empire. Mais de ces morts italiens, personne n'en parle. Hein. Mais quand je dis ça, personne n'en parle en Italie. Donc, ils sont complètement oubliés, les morts de l'Empire. Mais les Italiens, ils se sont battus partout avec Eugène. Les Italiens, moi j'ai participé, j'ai eu la chance d'être sur le Niémen au moment du bicentenaire, on a mis une couronne de fleurs, parce que les Italiens sont les premiers qui sont entrés dans le territoire russe, parce que les pontiers et les sapeurs italiens ont fait le pont, qu'ils ont permis à l'armée française, tous les hommes, il y en avait un demi-million, ils ont traversé le Niémen grâce au pont qui ont été faits par la 4e armée italienne. Les Italiens, ils étaient à l'époque 27 000, hein, ils étaient dans la grande armée, ils sont partis, ils étaient tous italiens, il y en avait beaucoup de Bergame, il y avait quelqu'un d'entre vous qui me disait « je suis de Bergame ». Voilà, vous. Et donc, de Bergame, il y en avait beaucoup qui sont partis en Russie. Finalement, vous savez comment les choses se sont passées en Russie. Il y a eu quand même 25 000 morts parmi les Italiens en Russie. Et quand Napoléon a dû laisser Moscou, les Italiens ils ont été mis à protection des ravitaillements, tandis que Napoléon à Moscou attendait que les tsar acceptent d'entamer des discussions. Les choses ne sont pas passées comme ça. Donc l'armée française part à la retraite et les Italiens, encore une fois, ils sont mis à l'avant-garde pour protéger l'arrivée de la masse de l'armée française. Et donc, parce que là, il y avait des Cosaques partout, il y avait Kutuzov qui était partout dans la neige. Ce sont les Italiens qui ont laissé passer. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc voilà, c'est à Maloyaroslav, là, il y a eu 5000 morts parmi les Italiens. Ils ont battu les troupes de Kutuzov jusqu'à la fin que les Italiens. Et donc, les Italiens ont été reconnus même dans les rapports officiels. Donc, il dit grâce aux troupes italiennes. Le chef de cette troupe était encore Eugène de Beauharnais, le vice-roi d'Italie, qui était présent sur le champ de bataille, protéger l'arrivée de Napoléon, finalement, le roi. En 1814, les choses, les carottes sont cuites, c'est fini, c'est fini. Et c'est fini aussi pour Eugène de Beauharnais. Mais il faut dire qu'Eugène de Beauharnais, il ne se rend pas au moment que la guerre arrive en France, au début de 1814. Il engage, d'accord avec Napoléon, des combats, il donne bataille en Italie pour garder une partie de l'armée autrichienne en Italie et pour protéger ceux qui faisaient Napoléon sur le territoire français. On est à la fin, on est mois de janvier, mois de mars 1814. Eugène de Beauharnais, jusqu'à la dernière minute, il a défendu la cause de Napoléon, tandis que Murat, à l'époque, il avait commencé déjà à changer d'avis et il ne faisait pas trop de bruit. Le moment que l'Empire s'effondre aussi le royaume d'Italie. Eugène rentre en Bavière, où il est bien accueilli de la famille d'Amélie. Et là, en Bavière aussi, il meurt en 1854, il est très jeune, il meurt d'infarctus, il y a eu des accidents apoplectiques. Il avait 42, 43 ans à l'époque quand il meurt. Et donc, finalement, cette belle histoire, petite histoire italienne est finie, mais les traces de cette période sont encore là. Comment, aujourd'hui, on se rappelle de ça? Déjà, dès que Napoléon arrive comme roi d'Italie, la première chose qu'il fait, il commande que la façade du Dôme de Milan soit complétée et finie. Donc, quand elle était allée, le Dôme de Milan était là, mais il n'y avait pas encore la façade. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Napoléon qui a fait faire la façade du Dôme de Milan, comme on la voit aujourd'hui. Alors, Napoléon, qui à ce moment-là, il avait fait une belle cérémonie, dit « Moi, je veux que ma statue soit là. » Vous pouvez la voir. Hein. Et donc, ce n'est pas possible. Le cardinal dit qu'il n'y a que des saints il y a la Madonnina, il y a tous les saints, vous n'êtes pas un saint. Donc, lui, la Saint Napoléon, le 15 août, c'est là, il faut fêter la Saint Napoléon. Donc, il a tout le droit d'être mis sur l'aiguille du Dôme de Milan. Et il est encore là, hein, parmi les plus importantes, c'est Napoléon qui est là. Hein. Mais c'est bien lui. Et voilà. Et donc, il a fait à Milan, pas simplement toutes les réformes civiles, donc ce sont des choses qui restent encore aujourd'hui, parce que la restauration n'a pas remplacé
tout ce que Napoléon a fait. Les Autrichiens qui sont arrivés à Milan, après, ils ont partagé l'État, mais le code civil, la numérotation des rues, les cadastres, tout ça est resté. Donc les traces, mais la ville même a changé d'un point de vue architectural. Il y a les néoclassiques qui figurent un peu partout dans le centre de la ville. Il a fait faire des arcs de triomphe comme celui de Carrousel, qui vient des arcs de Rome, mais aujourd'hui on a ça, c'est Napoléon. Il a fait faire le boulevard de Saint-Pion comme le boulevard des Champs-Élysées. Vous savez, Milan, un des boulevards principaux, c'est bien le Saint-Pion. Donc il a fait partout comme il sait faire Napoléon. Donc tout ça est présent. Une belle chose aussi, il se rappelle de cette statue à l'époque d'Amiens. Et voilà que dans l'académie de Brera à Milan, il a ouvert une pinacothèque qui aurait dû être la pinacothèque sœur de Louvre. Hein. À Milan, si vous le savez, il y a une pinacothèque qui est la troisième pinacothèque en Italie, faite par Napoléon Bonaparte. Donc là, en Italie, on a les musées Vatican, on a les offices, bien à Naples aussi, mais je parle d'un décalage, sont tous grands musées. Mais en importance, après les offices, il y a la Pinacoteca de Brera, faite par Napoléon. Dans la Pinacoteca de Brera, c'est richissime, il faut la voir, à Milan. C'est comme... c'est un musée énorme. Et donc, il y a la statue de Napoléon. C'est Napoléon, c'est Mars, hein, Mars, désarmé pacificateur. Hein. Ça, c'est la copie en plâtre de Canova, l'original, qui est servi après pour faire le marbre que vous voyez à gauche et qui se trouve à Londres, hein, dans la maison de Wellington. Hein. Donc, Wellington il a amené cette statue à Londres pour prouver qu'il avait battu un dieu. Hein. C'est Wellington qui a gagné, hein, c'est ça. Et donc, l'original en marbre blanc de Carrara, c'est ma ville natale. Et c'est là, il y a le plâtre qui se trouve. Et Eugène, quand il était vice-roi, il a venu aussi qu'il y a une copie en fonte, en bronze dans la cour de la pinacothèque. C'est la copie que vous voyez là, qu'elle est tirée de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Après, il y a eu des palais royaux. Voilà. Là, c'est là où la cour s'est réunie à Milan, donc c'est pas quelque chose, c'est très important. Important d'un point de vue architectural, ce sont des palais qu'il faut vraiment, ça vaut la peine de les visiter. Donc il y a la Villa Royale Centre-Ville, c'est celle qu'on trouve à gauche, et la Villa Royale de Monza, qui se trouve dans le parc de Monza. Dans le parc aujourd'hui, ils font même la Formule 1, hein, maintenant c'était énorme. Là. Et donc c'est le parc royal. Alors voyons que tout ça, chers amis, c'est la fin de cette histoire. En résumé, on peut certainement dire que par ce royaume d'Italie, Napoléon a fait vivre aux Italiens de son temps une belle histoire, très riche d'espoir et culturellement importante, même pour nous qui en héritions ces vestiges. Donc c'est ça, je finis comme ça. Vive les Français, vive la France, vive la nation, parce que sinon quelqu'un va me le reprocher. Et puis, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Merci.